Merci Ariela pour cette invitation. Je suis devant un public particulièrement affûté en matière d'aménagement urbain, j'ai l'impression, donc j'espère ne pas dire trop de bêtises. J'espère aussi plutôt poser des questions, parce qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles je n'ai pas de certitude, alors que certains en ont. L'étude que j'ai faite, et c'est important à le rappeler, le travail qui est publié, c'est le résultat d'une étude que j'ai faite pour la ville de Paris, pour la direction d'urbanisme, qui m'a demandé ce travail avec un peu deux objectifs. Un objectif qui était de comprendre qu'est-ce que dans les 30 dernières années il s'était passé en matière d'aménagement urbain, 30, 35, enfin les limites évidemment n'étaient pas précisément fixées, et puis peut-être surtout qu'est-ce qui se passait aujourd'hui ou dans les années les plus récentes. Je vais dire, pour ce qui est des années 70, 80, même 90, je me sentais assez tranquille par rapport à la connaissance historique, dans la mesure aussi où j'avais fait un certain nombre de travaux à ce sujet, notamment sur Paris. Mais par contre, pour ce qui s'est passé dans ces dernières années, c'était plus incertain. Comment est-ce que les choses avaient évolué? Qu'est-ce qui était caractéristique? Alors je ferai un autre avant-propos tout à l'heure pour bien marquer le fait que je ne me suis pas intéressé disons, à des cas individuels en restant sur leur individualité. Ce que j'ai essayé de faire, au fond, c'est de comprendre plutôt qu'est-ce qu'il pouvait y avoir de commun dans un certain nombre d'opérations, et on va voir évidemment lesquelles. Alors, comme le disait Ariela, beaucoup des questions tournent autour de la question de l'îlot. Et la question de l'îlot, parce qu'au fond, la ville, elle est faite d'îlots. Elle a été longtemps faite d'îlots, depuis la ville romaine, on pourrait presque dire, peut-être même avant, mais je n'y retournerai pas avant. Et elle est faite d'îlots, et ces îlots, ils ont par contre des constitutions qui ont pu varier avec le temps. Aujourd'hui, on fait aussi des îlots, toujours. On les appelle d'ailleurs un peu indifféremment îlots, macrolots, les termes sont tout à fait flous. Îlot, on sait ce que c'est, macrolot, on ne sait pas toujours exactement ce que c'est, mais on y viendra tout à l'heure. Donc, au fond, quand je montre ces quatre images, 1900, 1936, 56, 76, l'idée, c'est qu'est-ce qui se passe après 76, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et je vais distinguer, au fond, trois moments, trois inflexions. La première inflexion, elle est bien connue, mais bon, je pense que c'est nécessaire d'y revenir, c'est ce qu'on a appelé l'architecture urbaine, c'est-à-dire celle des années 70. Et j'ai commencé l'étude par Paris, et je resterai dans un premier temps sur Paris, parce que c'était la demande. Et puis, au fond, pour comprendre les phénomènes urbains contemporains, assez vite, j'ai quitté Paris, ou plutôt j'ai quitté Paris pour revenir à Paris, c'est-à-dire c'était un mouvement entre des grandes métropoles et ce qui pouvait se passer dans Paris ou la région parisienne. Je ne pouvais pas me borner à Paris. Donc, cette question, dans les années 70, il y a un moment qui est très important, il y a des protagonistes ici qui s'en souviennent bien, c'est le milieu des années 70, quand, dans la préparation du POS, du plan d'occupation des sols qui sera établi, ou plutôt approuvé en 1977, il y avait eu ces deux grandes études qui avaient consisté en une étude sur les tissus constitués, ce que Schumillo lui-même avait appelé les tissus constitués, à la pure, et qui représentait grosso modo les faubourgs parisiens, dans leurs caractéristiques particulières, et puis en parallèle une autre étude sur le Paris haussmannien, et ça a été, la fin des années 70, a correspondu à une réhabilitation d'Haussmann, très très explicite, même dans le champ historique, chez les historiens, réhabilitation du XIXe siècle en général, et d'Haussmann en particulier. Ceci a mené, alors je vais très vite, il faudrait rentrer dans le détail, mais ceci a mené à toute cette politique qui a été celle des années 70 et 80, c'est-à-dire celle qui a vu la constitution de toutes ces opérations urbaines qui étaient les ZAC. Et ces ZAC, elles étaient très très caractérisées urbainement, puisque c'était le moment où on revenait à l'alignement sur les rues, et où les bâtiments le long des rues avaient des gabarits qui étaient des gabarits réguliers, et où la figure qui était revisitée, qui était
complètement repris, c'était celle de l'îlot, que ce soit un îlot semi-ouvert, semi-fermé. À ce moment-là, on ne parlait pas encore tout à fait d'îlot ouvert, mais disons l'îlot pouvait être ouvert ou fermé. Et ces figures-là, elles se sont, disons, concrétisées, elles se sont caractérisées dans une multiplicité de ZAC. Il y en a eu un grand nombre qui ont été donc mises au point, notamment pour leur plan par l'atelier parisien d'urbanisme. J'en montre 3 ici, mais évidemment, il y en a beaucoup d'autres. L'apogée de ce mouvement, ça a été, je pense, à la fin des années 80, avec la ZAC Reuilly, Ariel en parlait tout à l'heure, et puis la ZAC Bercy. Deux réalisations qui ont été, disons, sans doute parmi les plus conséquentes par rapport à un certain nombre de principes, et qui ont vu apparaître à ce moment-là la figure de l'architecte coordonnateur comme une figure assez essentielle. Dans d'autres ZAC, il pouvait y avoir des architectes coordonnateurs, mais bon, ils n'avaient pas l'importance, sans doute, qu'ont eu Schweitzer, Roland Schweitzer à Reuilly et Jean-Pierre Buffy à Bercy. Je ne rentre pas dans le détail. Évidemment, l'aboutissement, c'est Paris-Rive-Gauche. C'est Paris-Rive-Gauche à partir du moment, en 89, où il est décidé d'installer la Bibliothèque de France et où le plan d'ensemble de la ZAC se met en place et où l'avenue de France, qui est en l'occurrence définie par Andreu, sur un plan général que la Purde aussi met au point, définit des îlots, définit des alignements, définit des gabarits, au fond, une architecture qu'on appelle ordonnancée. C'est le mot qui est employé même à l'époque, une architecture ordonnancée. Et cette architecture ordonnancée, elle vient à se concrétiser dans les îlots qui sont de part et d'autre de la Bibliothèque de France. C'est les fameuses opérations assez homogènes, assez régulières. Évidemment, c'est un front bâti régulier sur la Seine, qui avait pour but aussi, de façon assez explicite, de mettre en valeur la Bibliothèque de France comme grand bâtiment public. On se pose la question des différences des architectures, mais pas encore véritablement de la variété, la différence des architectures. Alors cette question-là, ça c'est le premier mouvement, de façon très très évidente, qui aura aussi une importance considérable, pas seulement à Paris, mais aussi dans beaucoup d'opérations d'aménagement dans les grandes villes françaises. Je veux dire, en fait, ce modèle, parce que c'était en quelque sorte comme une espèce de modèle, sera effectivement repris. Alors, on connaît ce paysage et c'est le premier mouvement.